Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougerat, directeur de communication d'Emeria. Avant d'évoquer l'image employeur et la crise, juste on souffle 50 bougies, vous êtes heureux, c'est ça, 50 ans d'Emeria, Foncia et depuis peu Emeria, mais ça fait 50 ans. Emeria qui est le nouveau nom. Quel nouveau nom, non mais faut, voilà. Mais la marque Foncia, toujours fortement présente en France, a fêté ses 50 ans le 12 avril. Joyeux anniversaire. Et merci pour tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du groupe. Voilà, une petite pensée à tous ceux qui nous regardent, qui tweetent, qui retweetent, qui vous accompagnent dans le Rex du mois très régulièrement. On va parler, Frédéric, d'un sujet alors qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'évoquer juste avant, l'image d'une entreprise qui peut être dégradée pour mille et une raisons, l'impact d'une crise sur l'image employeur d'une entreprise. Ça, c'est un sujet sensible. Comment on gère l'image employeur dans une crise ? Alors déjà, au moment d'une crise, la première préoccupation, c'est de gérer la crise et non pas l'image employeur. Ensuite, on va gérer la communication de crise. Et puis, dans la communication de crise, il y a effectivement la partie image employeur, comme la partie interne, qui est aussi très importante en situation de crise. Mais c'est d'abord la crise qu'on gère, puis la communication dans laquelle on va trouver l'image employeur. L'image employeur n'est pas la première préoccupation en cas de crise. C'est ce que j'entends. Vous nous dites, mettons pas la charrue avant les bœufs. Exactement. D'abord la crise, puis ensuite va se mettre en place la fameuse gestion de crise. Justement, dans cette communication de crise, Frédéric, est-ce qu'il faut systématiquement intégrer cette dimension image employeur? Parce que parfois on l'oublie. On fait de la gestion de crise, mais il n'y a pas l'image employeur. Alors, s'il y a un ordre à respecter, et il y a aussi des choses à ne pas oublier. Donc, effectivement, la dimension image employeur, elle est très importante. Et en même temps, elle est présente dans toutes les communications. Aujourd'hui, toutes les communications transpirent. Il n'y a pas une communication dont on serait assuré qu'elle s'adresse à une cible unique et qu'aucune des autres cibles ne pourrait y avoir accès. Donc, que l'on soit un futur candidat, que l'on soit un collaborateur, de toute façon, on est impacté directement ou indirectement par l'ensemble des communications. Et donc, l'image employeur, cette dimension d'image employeur, elle doit être prise en compte aussi dans la communication de crise. Alors, entrons dans des choses très concrètes, parce que quand on regarde la télévision, et évidemment, on parle de sujets qui sont souvent très médiatiques, portés sur le devant de la scène. Pour le grand public, il y a le porte-parole. Celui qui va parler au nom de l'entreprise. Et ça, c'est évidemment la difficulté, parce qu'il faut qu'il intègre tous les risques d'impact sur l'image. C'est très sensible, le choix du porte-parole. Le choix du porte-parole est assez clé dans le cadre d'une crise qui va être médiatisée, c'est-à-dire la raison pour laquelle il va y avoir besoin d'un porte-parole. Donc effectivement, il ne faut pas choisir n'importe qui, et il faut surtout choisir une personne qui est formée à cet exercice. Donc formée. Ce n'est pas forcément son métier, mais elle doit être formée, parce que la communication de crise, ça ne s'improvise pas, et la prise de parole dans ce type de situation très sensible nécessite une préparation, une formation. Après, il y a plusieurs porte-paroles possibles. Ça va peut-être aussi dépendre de la nature de la crise. Évidemment. Ça peut être un sachant si on est dans une crise très technique, très métier. Ça peut être un acteur de proximité quand il s'agit d'une crise locale plus proche du terrain. Qui touche une filiale. Exactement. Et puis ça sera peut-être le dirigeant, probablement le dirigeant, si la crise concerne par exemple les finances, voire l'avenir, la vie de l'entreprise. Néanmoins, Frédéric, vous confirmez que ce n'est pas systématiquement un dirigeant. On ne choisit pas systématiquement le patron de l'entreprise. Vas-y, parle devant les caméras, parce qu'on le met en danger. Eh bien, on le met en danger et on met aussi en danger l'entreprise. Oui. Donc, en fait, il faut se poser deux questions, avantages et risques. Est-ce que l'on met le dirigeant tout de suite en lumière, ou est-ce qu'on le réserve pour plus tard? Et en fait, il faut bien se poser la question de que doit incarner le dirigeant pendant la crise. Pendant la crise, le dirigeant, pendant la communication de crise, le dirigeant, il doit incarner l'autorité, il doit incarner l'entreprise, il doit aussi être celui qui apporte les solutions ou les bonnes nouvelles. Et donc, il n'est pas celui qui doit être mis en difficulté ou dans une posture à risque qui pourrait rajouter de la crise à la crise. Donc, il faut savoir aussi segmenter le temps et éventuellement segmenter les porte-paroles pour garder la maîtrise de sa communication, ce qui reste quand même l'essentiel dans une gestion de crise et de communication. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, on a démarré sur le porte-parole. Vous nous dites, pour le coup, quand la crise s'envenime, qu'elle dure, on peut jouer plusieurs porte-paroles pour répondre à différentes thématiques, parce que parfois un sujet démarre par du technique et on voit qu'il glisse ensuite sur d'autres sujets. On peut avoir plusieurs porte-paroles, ce qui est plus compliqué. On peut avoir plusieurs porte-paroles, et comme je vous disais, ça va dépendre du sujet, un sachant, un acteur local, un dirigeant, et puis aussi du temps.
Alors évidemment, il ne faut pas changer de porte-parole à chaque interview ou tous les 3 jours. Non, je vous pose ma question, Frédéric. Plusieurs en même temps ou un seul à chaque fois? Ah non, c'est un seul. C'est toujours un seul à chaque fois. On l'a vu dans des gestions de crise publiques. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Où il y avait des prises de parole qui parfois étaient contradictoires et qui créaient de l'incompréhension. Donc c'est un seul en même temps. Mais par contre, il peut y avoir plusieurs temps de communication et du coup, plusieurs porte-parole dans ces différents temps de communication. Ça, c'est la question fondamentale. On parle de gestion de crise. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Les grosses erreurs. Il y a des exemples médiatiques. Alors, je vais éviter d'en citer pour ne pas taper sur des cas déjà difficiles. Mais donc, la première erreur, c'est de croire que c'est le dirigeant. Le dirigeant peut être l'ennemi de sa propre communication parce que c'est un promouvant, parce qu'il est persuadé de sa capacité à convaincre, de sa capacité à s'exprimer, mais il n'est pas forcément formé. S'il n'est pas formé, il va peut-être lui-même venir alimenter la crise. C'est la deuxième seconde erreur. Par une maladresse. Alimenter la crise par une maladresse, par des informations qu'il ne faudrait pas délivrer, par une attitude, un comportement, éventuellement un agacement à une question de journaliste. Donc tout ça, ça peut être dangereux. La courtoisie est un des ennemis de la communication de crise, parce que nous sommes tous bien éduqués, nous sommes tous courtois, et donc nous avons tous l'habitude de répondre poliment à une question qui nous est posée. Mais en communication de crise, on vient pour délivrer un message. Donc il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de délivrer le message de communication qui permet de maîtriser sa communication et pas uniquement et simplement de répondre courtoisement à la question qui vous est posée et qui peut complètement vous amener ailleurs de ce que vous avez à communiquer. Oui, je ne veux pas paraphraser, mais il ne faut pas être discourtois, mais il faut être offensif. Il ne faut pas être discourtois, on est d'accord, mais offensif. Mais je viens pour dire ce que j'ai à dire. Sinon, je ne viens pas pour faire plaisir à ceux qui m'invitent et pour animer leur temps d'antenne. Je viens parce que j'ai un besoin et je dois satisfaire ce besoin. Donc je viens dans le cadre de ma stratégie de communication pour délivrer mes messages de communication, pour toucher mes cibles, pour toucher ou répondre aux points sensibles et les personnes que je dois adresser. Et je ne me laisse pas balader et embarquer sur des sujets qui ne sont pas les messages que je veux délivrer. Voilà, ou sur un autre terrain, ou sur des émotions qui peuvent être justifiées, mais qui ne me concernent pas forcément directement ou qui ne sont pas ma priorité. Alors Frédéric, pour terminer, il nous reste un petit peu de temps, mais ça se prépare, ça s'anticipe, parce que ça me fait penser un peu aux opérations alerte incendie dans les entreprises. Tout le monde traîne des pieds, il faut sortir, il faut se préparer, puis ça énerve tout le monde, ça sonne. C'est pourtant des éléments de préparation au risque d'incendie. Est-ce que de la même manière, pour une gestion de crise, il faut se plier à l'idée qu'on se prépare à une crise? C'est absolument indispensable. Je disais qu'un des premiers risques, c'est de ne pas être préparé, de ne pas être formé. Il ne suffit pas, même pour un communicant d'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience et d'avoir une expertise. Il faut vraiment avoir une formation qui soit spécifique à la communication de crise. Ça passe souvent par des médias training, ça passe par des mises en situation. Mais vous savez, quand les politiques préparent des heures ou des week-ends entiers une émission d'interview et qu'à côté de ça, vous avez un chef d'entreprise qui en fait 3 fois par an 5 minutes, alors on est tout à fait dans un décalage qui est en défaveur de l'entrepreneur ou du grand dirigeant. Donc les grands dirigeants et ou les personnes qui peuvent être identifiées comme de potentiels porte-parole doivent être formés à la prise de parole et en plus à la prise de parole en cas de communication de crise. Enfin, vous êtes directeur de la communication, Frédéric Fougera, d'une entreprise éminente, Emeria. C'est pas toujours facile de convaincre son dirigeant qu'il faut donner un peu de place à la communication. Vous avez beaucoup de dirigeants, quand vous leur en parlez, qui vous disent « j'ai absolument pas le temps, c'est le cadet de mes soucis ». C'est pas simple, ça. C'est pas simple, mais quand même, on est quand même dans une période où l'immédiateté, où la crise est quand même très présente. Donc il y a quand même une vraie conscience chez le dirigeant. Prise de conscience, de la nécessité de se préparer. Mais comme je vous le disais, certains dirigeants peuvent faire un excès de confiance dans leur capacité à communiquer. Mais c'est le danger, ça. Les bons dirigeants, le grand patron, lui, saura qu'il a besoin d'être préparé, ne serait-ce que pour le rassurer sur ses capacités et ou sur le bon moment de le mettre ou pas en avant du fait de sa capacité à communiquer et pas seulement à être un communicant, mais à communiquer dans une situation de crise. Et pour boucler notre échange, à ne pas hésiter à avoir généré un paratonnerre qui est le porte-parole, pour éviter de se mettre trop frontalement devant. Exactement. Au début, il mieux vaut envoyer des seconds couteaux. Je fais partie des seconds couteaux, ça n'a rien de négatif. Bien sûr. Mais chacun dans son job. Qui protège. Pour ensuite, pour protéger et pour préparer le terrain, pour ensuite amener le dirigeant dans une posture plus favorable. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme au rugby. On prépare pour faire arriver le dirigeant dans les meilleures conditions. C'est un sujet très sensible, la gestion de la crise. C'est un travail d'équipe. Exactement. Merci. Je sais que vous êtes sensible au rugby. Merci Frédéric Fougera. Vous êtes le directeur de la communication d'Emeria qui souffle ses 50 bougies
auparavant c'était Foncia, vous l'aurez compris, mais qui aujourd'hui s'appelle Emeria. Mais ça fait 50 ans que cette entreprise vit et anime tout un réseau de collaborateurs. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, Frédéric. On fait une courte pause. Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec le directeur France d'Indeed. C'est le leader du recrutement, évidemment. On va avec lui avoir une photographie très concrète du marché de l'emploi, des secteurs qui peinent, des secteurs qui cartonnent, et puis aussi à travers des études Indeed de découvrir la manière dont les salariés, les collaborateurs regardent cette campagne présidentielle, comment ils regardent le télétravail aussi. Ça, c'est un sujet important. On va en parler avec lui dans quelques secondes, juste après la pause.